Bonsoir à tous, bienvenue en ce lundi 25 avril 2022 à la Zoom conférence littéraire de notre invité de marque ce soir, Monsieur Abdelmouiz Farhi, pour son deuxième roman, Feyla, après son premier roman, à 19 heures, Mon amour. Donc, du romantique disons, un petit peu dramatique ou bien sensationnel. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir pour nous parler d'abord de lui-même, de son expérience par rapport à ce roman et du roman. Je remercie Dr Maha Chaib d'avoir organisé cette Zoom conférence. Je remercie tous les participants qui sont parmi nous ce soir. Dr Hanifa Brahimi, Dr Malika Koulourli, Dr Ben Hassine et tous les autres qui vont venir et qui sont parmi nous ce soir. Donc, je donne la parole à M. Abdelmouiz Farhi. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. D'ailleurs, je remercie Dr Tariq Alili de nous avoir mis en contact et certainement qu'il va nous rejoindre dans un moment. Donc, la parole à M. Abdelmouiz. Merci. Merci beaucoup, Dr Berli. Merci pour cette invitation. Merci aussi au Dr Maha et mon très cher ami Dr Ali. Bonsoir tout le monde et Sahaf Turkum. Donc, je m'appelle Abdelmouiz Farhi, j'ai 20 ans. J'ai publié l'an dernier mon deuxième roman qui s'appelle Feyla. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dédicacer à la librairie de Tlemcen de Monsieur Alili. Je me rappelle que c'était une expérience vraiment formidable. J'ai adoré la ville de Tlemcen. Donc, mon rapport à l'écriture, il a commencé vers le début de l'adolescence, vers 12-13 ans. Donc, j'écrivais pour moi des textes un petit peu euh, pour exprimer mes états d'âme de l'adolescence. Je publiais sur les réseaux sociaux et je partageais avec mes proches. C'était une quarantaine d'amis, c'était à peu près ma famille et mes amis. Et j'avoue que je suis, donc c'est ce que je continue de l'être, assez chanceux d'avoir des parents, une famille qui m'a soutenu, qui m'a encouragé. Je recevais toujours des compliments de mes textes et tout. Et arrivé à l'âge de 16 ans, je me suis lancé dans comment dirais-je, un projet un petit peu plus concret. J'écrivais une histoire pour moi. C'était le premier roman. Et je me rappelle, lorsque j'ai terminé l'histoire, je me suis dit que, tiens, ça ressemble à un roman. Ça ressemble à un roman. Alors, j'ai relu le texte, je l'ai fait lire à mes proches. Ils m'ont dit, pourquoi pas le publier. Alors, il faut dire que pour À 19 heures, mon amour, je ne pensais pas du tout à la publication. Alors, j'ai commencé à chercher comme ça les éditeurs et tout, et contacter les éditions Casbah. J'étais impressionné par certains écrivains de Casbah, notamment Yasmina Kadra. Et puis, je me suis dit, tiens, ça paraît intéressant de les contacter. Alors, j'ai envoyé le manuscrit et peine de 2-3 semaines après, on m'a contacté. Et moi, lorsque j'ai envoyé le manuscrit, je me suis dit, comme la parole de Jacques Brel, si ce n'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Alors j'ai envoyé le manuscrit, moi j'ai dit peut-être, puis Casbah a dit sûr. Le livre a sorti et voilà, il a bien marché. Il a bien marché, je dis souvent qu'il a bien marché, sûrement parce que les gens voulaient découvrir cette jeune plume, ce jeune de 17 ans qui a écrit ce livre-là. Mais bon, le livre a très bien marché.
Et je me souviens que, et puis il y a eu les retours, des personnes un petit peu partout du pays qui me contactaient à travers les réseaux sociaux et tout. Et ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit, je vais quand même pas m'arrêter là. Mais l'expérience avec Fayla, elle est totalement différente. Fayla, j'ai écrit Fayla pas comme le premier, parce que je savais que cette fois-ci, j'allais être lu par un bon nombre, parce que le premier livre, il m'a fait un petit peu connaître dans le milieu littéraire algérien. Donc, j'avais une certaine pression à l'écriture. Pression pas sur les épaules, mais sur les doigts. Je dis souvent ça, et puis j'ai écrit Fayla avec comme on dit, une fièvre narrative. J'ai écrit Fayla, je me rappelle, en 10 jours, parce que j'étais interdit d'écriture pendant l'année du bac. Il fallait s'extérioriser, donc je me suis mis à table pendant 10 jours, peut-être même 10 heures par jour, et j'ai écrit Fayla, parce que le schéma, je l'ai déjà écrit. J'ai totalement changé de façon d'écrire parce qu'au début, je n'ai pas prévu la fin à 19h. Mais par contre, avec Fayla, non, j'ai carrément schématisé. Donc, on dit souvent pourquoi basculer de l'amour à l'horreur. La réponse que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour apporter un souffle nouveau à notre littérature. Et effectivement, je comptais, euh, je comptais enrichir notre littérature, même si c'est prétentieux de ma part. Mais il faut dire aussi que j'ai un projet qui consiste à rajeunir notre lectorat. Et à mon avis, le présenter aux jeunes une histoire comme ça, un petit peu pimentée comme ça va les inciter à, à entamer, comment dire, à contracter le virus de la lecture. Voilà. Donc, l'histoire de Feyla, c'est l'histoire d'un groupe de bacheliers qui préparent leur bac et tout. Et puis, il y a le thème principal, c'est la vengeance. Donc, Feyla, c'est une revenante, elle va revenir et elle va se venger de la progéniture de tous ceux qui lui ont fait du mal au courant de sa vie. Feyla, c'est aussi la lutte perpétuelle entre le pardon et la vengeance. Et le livre, il pose les bonnes questions. Faut-il pardonner ou bien se venger, sans pour autant apporter de véritables réponses. Mais je crois que ce que j'ai pu apprendre avec Fayla, c'est que lorsqu'on fait de la vengeance une obsession, ça finit par nous détruire. D'ailleurs, Fayla l'a constaté. Donc, maintenant, il est disponible pratiquement dans toutes les librairies du pays, aux éditions Casbah. C'est mon deuxième roman et ça sera pas mon dernier, ça c'est sûr, parce que j'ai encore plusieurs romans en chantier et même des recueils de nouvelles. Donc voilà, mon expérience avec l'écriture, elle est modeste. Je suis qu'à la première marche, mais voilà. Bravo pour cette présentation. Donc, j'ai retenu beaucoup d'éléments, nouveau style, nouveau public, nouveau concept et surtout également, on en avait parlé juste avant de commencer, c'est de drainer de nouvelles thématiques, hormis celles de la Révolution, c'est-à-dire historique, et de la décennie noire. Bon, certes, elle a sa place dans la littérature,
Mais il y a d'autres besoins au niveau du lectorat qui est importante. Mais la chose pour laquelle euh, elle n'a pas été partagée maintenant, c'est que quelque part, en dessous de ce roman se cache une révolte contre un système quelque part scolaire, un système d'examination, un système de cours intensifs qui sont ceux de votre génération. Moi, je me souviens qu'à mon époque, en 85-86, moi, c'était 2 fois par semaine natation, 2 fois par semaine football, euh, cascade de skateboard, excursion. J'ai jamais révisé à la maison. J'ai jamais eu des cours euh, supplémentaires. Et ceci ne m'a pas empêché d'être major de promo à mon époque. Et au contraire, ceux qui étaient dans ce stress, c'est eux qui subissaient quand même disons, le dilemme du stress lors de l'examen ou bien de l'erreur fatale qui n'avait pas sa place. Mais je pense que c'était les messages contraignants durant l'année scolaire des parents, de l'entourage. Et c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que entre notre époque et après 2 décennies ou 3 décennies, les choses ont changé. C'est-à-dire, on ne laisse pas le plaisir de l'étude, mais ça devient une contrainte et une obligation de résultat. Et parfois, on se pose même la question, est-ce que les parents n'existent pas à travers la réussite de leur enfant? Et donc, c'est quelque part, c'est pour ça qu'il y a la thématique transgénérationnelle de Feyla qui vient se venger. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié les non-dits dans ce roman, parce que pardon, quelque part, y a même si c'est exprimé, et même le fait que ça vient dans un contexte d'un roman d'épouvante ou bien un roman presque d'horreur, c'est que l'horreur est réellement dans la réalité et non dans le roman. Parce que moi, je connais personnellement, bon, à travers les patients, les proches de patients, ô combien d'étudiants, de lycéens se sont suicidés, ô combien de proches, c'est-à-dire ont créé quand même, parce que souvent, à notre époque, il n'y avait pas les notes pour choisir ses études supérieures, c'était le choix du cœur. Alors que maintenant, par exemple, des personnes qui ont des bonnes notes, s'ils ont envie de faire sciences sociales ou bien psychologie, on leur dit pourquoi vous allez en littérature, pourquoi vous avez eu des bonnes notes, pourquoi ne pas aller médecine ou bien sciences exactes ou polytechnique ou architecture ou autre que sais-je. Donc, même la liberté du choix n'existe plus et quelque part, ben, y a un retour de manivelle. Et même, il faut savoir que moi, j'ai fait quand même une recherche à travers les choix imposés, soit par les notes, soit par le dictat des parents, soit par le dictat familial, quelque part, ou bien le dictat des amis. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a une bonne note et qui a envie de faire telle ou telle spécialité, de la joie, de la réussite, il va vers la honte de faire son propre choix. Donc, il y a 2 choix. Soit il fait réellement son choix, soit il suit le soi-disant, la raison. Mais cette raison, elle n'est pas la raison de la personne elle-même qui a eu son bac, mais c'est une raison sociale. Et donc, quelque part, en faisant ces études, bon, les études se passeront bien. Mais à l'instant même où la personne décroche son diplôme, elle développe, dans la plupart des cas, une maladie auto-immune. Pourquoi? Parce que la raison d'être n'existe plus. Et quelque part, elle a vécu pour d'autres personnes. Et donc, quelque part, cette fille-là, elle est dans ces maladies auto-immunes hein, qui happent la personne. Combien de sclérose en plaques à notre époque, on ne les connaissait même pas. Hein. Mais je pense qu'Abdelmouez bon, connaît une personne parmi le grand monde
à l'université ou bien qui a développé une sclérose en plaques, qui a développé une thyroïdite, qui a développé telle ou telle maladie inflammatoire, une polyarthrite rhumatoïde, une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique. Ben pourquoi? Parce que le choix n'était pas le choix du cœur, mais c'était un choix de dictat. Et donc, quelque part, cette feuille-là, ben, elle est là dans un sens réel. Donc, elle est là pour happer ceux qui sont dans cette course contre la réussite scolaire au-delà du choix du cœur. Et il y a beaucoup de pays comme les pays anglo-saxons où on a su comment faire apprécier celui qui fait la littérature, il est apprécié à sa juste valeur. Celui qui va vers des études environnementales ou autres. Donc, il n'y a pas un dictat quelque part. Et c'est ça mon impression. C'est pas ce que pense Abdelmouez. Donc, on aimerait avoir son avis et l'avis des participants. Eh bien sûr, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai introduit le personnage du prof Yamin, ce prof de physique qui fait des cours particuliers. C'est un personnage secondaire et c'est exactement pour décrire la décadence du système éducatif algérien. Cette nécessité d'aller forcément aux cours extrascolaires. Moi, j'ai beaucoup souffert. Et maintenant, je regarde ma sœur, elle est en train de souffrir aussi. C'est-à-dire pourquoi être carrément obligé de le faire? C'est que est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche à l'école, au lycée précisément? Et pourquoi ce besoin-là? Et après, l'idée du choix de la spécialité, ça, oui, moi j'ai refusé de tomber sur le piège. J'ai toujours voulu faire sciences politiques et j'ai fait sciences politiques. Je pouvais faire autre. Mais voilà, je sais que, euh, j'allais dire, et faire quoi, mes contacts sur les réseaux sociaux, de dire à ces jeunes-là qui veulent d'opter pour le choix du cœur, comme vous avez dit, docteur. Donc voilà, il y a quelque chose qui cloche. Moi, je n'ai fait que d'écrire, mais j'ai pas apporté de solution, mais j'aimerais que, que ma voix soit entendue. Comme ça, on va trouver des solutions parce que si ça continue comme ça, franchement, quel avenir pour notre université et pour notre job, quoi. Tout à fait. Et je pense que la solution est en chacun de nous de pouvoir avoir ce courage de faire le choix du cœur. Hein. Personnellement, il y a le cas de ma fille que j'ai encouragée à faire son choix de cœur. Elle était scientifique, elle a eu de très bonnes notes. Et en allant faire la psychologie, donc sciences sociales, chacun lui posait cette question. Pourquoi, même dans le département de psychologie. Et elle avait trouvé une astuce pour un petit peu les cadrer et leur dire stop. Elle leur disait honorez votre département. Voilà. Et donc, elle s'est inscrite et elle a fait son choix du cœur. Donc, j'ai toujours personnellement, dans les formations que je fais à propos des neurosciences, sur la relation sociale, familiale des parents, je leur dis qu'il faut honorer les mauvaises notes. Il faut récompenser quand quelqu'un a une mauvaise note, mais la bonne note, elle est pour l'élève lui-même. Donc, on n'a pas à récompenser une bonne note. Parce que si on récompense une bonne note, c'est qu'on essaie de tirer profit de la réussite de nos enfants vis-à-vis de notre entourage. C'est-à-dire, c'est juste pour dire, vous avez vu mes enfants, voilà à quoi on est arrivé et où est-ce que vous êtes arrivé. Alors que non, c'est quand votre enfant fait un faux pas, il a, je ne sais pas, 6 sur 20, 4 sur 20, 8 sur 20, ce jour-là, il faut honorer, acheter un cadeau et dire que on est là dans les échecs parce que c'est de l'expérience. On est là si vous avez besoin de vous confier. Mais le jour où il y a une bonne note, cette bonne note appartient à l'élève lui-même et on n'a pas le droit d'exproprier cette réussite à des fins personnelles. Voilà. Je ne sais Pour moi, pas quelle est.
votre avis. Comment, mais la question que je me pose, c'est comment sensibiliser les parents? Ben, déjà, ce livre est là parce que le fait d'avoir choisi c'est-à-dire, là, je trouve que le génie d'Abdelmoïse, pourquoi? Parce que euh, tu as juste fait un roman d'épouvante lié à des cours particuliers accélérés. Et là, le message, il est codé. C'est que l'épouvante n'est pas dans le roman, n'est pas dans Feyla. L'épouvante est dans la réalité quotidienne de tous ces lycéens qui préparent le bac avec un stress qui est vraiment un non-sens. Et ce stress, c'est lui qui génère beaucoup d'échecs. Et on a parfois les échecs d'objectifs. Et donc, imaginez que quelqu'un qui prépare le bac pour avoir un 15 sur 20 et rien d'autre, ben, il aura 14,99 et il ne pourra pas faire ce choix. Pourquoi? Parce que le subconscient n'accepte pas ce dictat. Et il se libère en trouvant le moyen de ne pas avoir cette note. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui refont le bac juste pour avoir ce 15 quelque part. Et parfois, même s'ils ont le 15, ils ne vont pas faire les études pour lesquelles ils ont cherché à avoir 15. Donc, vous voyez qu'il y a un dictat quelque part et voilà. Bienvenue, Tariq. Voilà, donc c'est ça la façon de sensibiliser. Ce roman en lui-même, Bonsoir. bienvenue, Tariq. Bonsoir. Donc, ce roman en lui-même est un de Tarawih, donc. Bienvenue. Donc, cet appel et ce style d'écriture est en lui-même un appel et une invitation à la prise de conscience. D'ailleurs, je vais faire une conférence le 8 mai à Sétif dans ce sens. C'est que une des thématiques, c'est de parler du relationnel, bon, déjà dans le couple, parental, c'est-à-dire des enfants vers les parents et les parents vers les enfants, et même ce qu'on appelle la libération transgénérationnelle. Parce que moi, personnellement, je pense qu'on est allé, puisque mon grand-père a eu, disons, la certification de fin d'études, c'est l'équivalent de 6e année primaire, avec un niveau de français qui était très élevé. Et donc, à l'époque, c'était une distinction et une forme de lutte. Puis, à une époque, c'était le brevet d'enseignement moyen qui était, avec une formation professionnelle, qui était la chose qui permettait à une famille d'être fière. Donc, durant les années 60, avant l'indépendance ou juste après l'indépendance. Puis est venue l'école des cadets de la Révolution, qui avait un niveau littéraire, de poésie et culturel très, très élevé, mais qui ont été malheureusement marginalisés. Parmi eux, on a Mohamed Moussoul, donc Yasmina Khadra et tant d'autres éléments des cadets de la Révolution que j'ai pu côtoyer durant mon service national. Et j'étais vraiment ébloui par leur niveau culturel, la poésie, l'histoire, la littérature, l'écriture, les analyses. Et donc, moi, une année et demie, je ne les ai même pas ressentis, tellement on avait des discussions de 4 heures, 6 heures chaque soir et des analyses géostratégiques qui dépassaient les plus beaux des débats qu'ils peuvent avoir maintenant. Puis, il y a eu donc l'avènement de l'obligation du choix de faire ce qu'on appelle un dictat quelque part social, donc disons style bon, médecine, pharmacie, dentiste, architecte, polytechnique, école normale ou bien par exemple certaines écoles préparatoires. Et donc on a créé des mythes, des mythes disons quelque part d'excellence, mais quelque part, moi, en lisant ton roman, je me suis rappelé de la malédiction dont a été victime les étudiants d'excellence qui ont eu des notes au-dessus du 18, qui ont été réunis à Tlemcen et auxquels j'ai rendu un hommage. Il y a eu une fuite de gaz et il y a eu une explosion à la cité universitaire, c'était à Tlemcen. Et je me souviens de ce jour-là où il y a eu quand même
plus d'une dizaine de victimes. Donc, c'était des bacheliers nouveaux, c'était la crème de l'Algérie. Et quelque part, ils étaient poursuivis par un similaire de malédiction à celle de Feila, quelque part poursuivi à Tlemcen, victime d'une explosion comme ça qu'on n'expliquait pas. Mais quelque part, c'était une charge qu'ils avaient cumulée eux-mêmes et ils ont créé un égrégore. Et cette fuite de gaz n'est pas passée inaperçue à leur niveau parce qu'eux-mêmes dégageaient un égrégore électrique parce qu'ils ont été victimes de cette pression de réussir et ils ont subi cette explosion de plein fouet. Bon, ça peut être une interprétation un petit peu mystique, philosophique, mais les faits sont là. Donc, quelque part, c'est pas évident de vivre cette performance, hein, puisqu'on n'est pas dans l'excellence. Parce que l'excellence, c'est arriver à des résultats avec le moindre effort, puisqu'on est dans le cœur de celle-ci. Et la performance, c'est cet effort, c'est-à-dire démesuré, d'essayer d'avoir des résultats sur le papier et non pas une maîtrise de la thématique. Voilà mon avis. Ben, Abdelwaïs. En vous écoutant, j'ai eu comment dirais-je, on dirait que l'inflation n'a pas touché que le dinar, mais aussi la qualité de l'éducation. Donc, tout à fait, tout à fait. Ça s'empire, malheureusement, ça s'empire aujourd'hui avec des études supérieures. La qualité de l'étudiant, elle n'est pas là, elle est juste médiocre. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment y remédier à cela. Et ça peut prendre des années, mais il faut juste ne pas baisser les bras. Tout à fait, on l'espère. Et il faut savoir que dans le corps médical, c'est un des corps les plus illettrés de tous les corps. Et le fait d'avoir créé ces Zoom conférences littéraires, c'est de sortir ce médecin, ce pharmacien, ce dentiste, ce vétérinaire, ce biologiste, du canal dans lequel on l'a mis, alors qu'à une certaine époque, disons les premiers médecins d'Algérie, c'était des médecins qui avaient une maîtrise du latin, une maîtrise de la philosophie, une maîtrise de l'histoire, c'est-à-dire que des mathématiques, ils arrivaient, comme à l'époque d'Avicenne, à la médecine, après avoir englobé toutes les sciences quelque part. Alors que maintenant, en plus que la prise en charge du patient est limitée à sa maladie et non au malade, même dans la vie quotidienne du médecin, l'ouverture n'existe pas en dehors des publications médicales. Et ça, ce qui fait que le médecin, quelque part, il est en dehors de la réalité sociale et qui ne lui permet pas une compréhension contemporaine et surtout pour permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, une libération transgénérationnelle. Personnellement, je pense que cette pression qui s'exerce sur ceux qui préparent le bac, c'est par rapport à une situation, disons, transgénérationnelle, donc d'après indépendance, pour essayer de s'élever. Mais quand on fait trop de pression, au lieu de s'élever, on implose quelque part, puisqu'on est juste focalisé sur une seule thématique. Or, la culture doit être globale, les connaissances doivent être variées et le savoir doit être multiple. Moi, j'ai une question, monsieur. C'est que où est-ce qu'on a fauté? Où est-ce que l'Algérie a commis la faute qui a permis d'arriver jusqu'à là? Comment le déclin a-t-il commencé? Voilà, parce que je n'ai pas connu les années 70, 80 et 90, mais qu'est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'à là?
Les responsabilités sont multiples, mais c'est également une responsabilité sociétale. C'est la société elle-même c'est-à-dire cet esprit un petit peu de performance a existé de lui-même au niveau de la société. C'est le moment où les parents ont cherché à s'approprier la réussite de leur enfant. C'est ça, c'est là où, disons, comment dire, l'authenticité de la réussite scolaire a vacillé. Parce qu'au lieu d'être une réussite de l'élève lui-même, de la personne, de l'étudiant, elle est devenue une revendication quelque part familiale pour narguer l'autre famille. Et donc, quelque part, cette obligation de résultat est devenue une priorité et non une finalité. Parce que quelque part, l'idéal, c'est que chacun trouve sa voie et non pas qu'on use de la voix de l'autre. Donc, il y a eu quand même à une certaine époque, il y a eu plusieurs périodes, des périodes où les gens avaient des bourses pour aller étudier à l'extérieur. Donc, dans les années 80, il y avait des bourses, il y avait une ouverture, mais il ne faut pas oublier qu'à partir de 1990, l'Algérie s'est refermée sur elle-même. Et donc, on est dans le déni de l'autre, dans le déni du chrétien, dans le déni du juif, dans le déni des autres races, des autres civilisations. Donc, l'Algérien, depuis même du voisinage, les frontières fermées depuis 1994 avec le Maroc, fermées avec la Tunisie depuis 2020 avec le Covid, fermé depuis 1986 avec l'Europe, depuis l'installation de l'espace Schengen. Donc, il n'y a pas cet échange, il n'y a pas cette ouverture. Alors qu'à mon époque, en 1989, le fait d'aller passer 20 jours à Barcelone en bord de mer, ça s'est pris dans les escaliers du bâtiment avec les voisins. Et le lendemain, on est allé acheter le billet d'avion et on est parti avec nos serviettes comme si c'était pour aller aux Andalouses ou à Skikda. Donc, ce n'était pas la même dynamique que maintenant. Et personne ne cherchait à s'installer à l'étranger parce qu'on pouvait aller et revenir à tout instant. Donc, je pense qu'il y a des raisons géostratégiques. Après la chute du mur de Berlin en 89 et donc en 1990, l'effritement du bloc de l'Est dont on faisait partie. Et quelque part, on s'est renfermé sur nous-mêmes, d'où la situation contemporaine, d'où l'éclosion de l'intégrisme accompagné du terrorisme. Bon, même si le terrorisme a été vaincu, l'intégrisme demeure intact maintenant. Et l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de la pensée, l'ouverture de la réflexion est très limitée. Et c'est ça qui fait que, au lieu de chercher des études, une culture, des connaissances, on cherche tout simplement des notes sur 20 et on essaie de vivre avec ça. Voilà. Tariq, oui. Je veux intervenir sur la question de Abdel Moïse. Bon, mon avis, c'est que les choses, les choses sont, comment on dit, c'est-à-dire le fait déjà, votre père, il nous a appris qu'en quoi déjà ça fait 9 siècles, à Tlemcen, il y avait 4500 savants. Donc, du coup, là, c'est-à-dire, on a une idée sur le niveau qu'on avait et bon, mais après, ça s'est détérioré, et c'est voulu. Je pense que ils ont tout fait pour, disons, pour que le niveau va à un bas niveau. Et, et qu'est-ce qu'ils ont? Je pense que
on a assisté, par exemple, les dernières années, les dernières années, c'est les années 70, 80, 81, ils nous ont volé, disons, ils nous ont pas fait confiance et ils nous ont volé la liberté. C'est-à-dire, et comme disait le professeur Ja'far Allah yarhamou, il nous a dit qu'en quoi, il m'a dit personnellement, et c'est la seule personne que j'ai entendu, et il avait un poste assez élevé, et c'est-à-dire, c'est la seule personne qui faisait confiance à la. Il suffit de leur donner la liberté. Elle dit qu'en quoi, il khlouk. Et c'est vrai. Et les deux choses, je pense que bon, la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont privés de Merci ces de deux. reprendre ce qu'a dit Jafar Lahirmo. Tariq, qu'est-ce qu'il a partagé, Jafar Lahirmo? Son Jafar, il m'a message? dit qu'en quoi, voilà, le message, elle est qu'en quoi, cette jeunesse, il suffit de leur donner, de leur faire confiance et de leur donner la liberté. Tout à fait. Elle Tout est à qu'en fait. quoi, ils vous suffragent. Donc, je pense que c'est les deux choses qu'on n'a pas. Oui. C'est la liberté et la confiance. On n'a pas, ils n'ont pas confiance. D'ailleurs, la plupart ils disent, oh, cette jeunesse. Au contraire, ils rabaissent la jeunesse. Ils rabaissent cette génération. La génération, niveau. Donc, du coup, les gens, quand ils entendent ça, du coup, au lieu de faire des efforts, au contraire, c'est-à-dire, il rabaisse les mains et les bras. Et, Mais voilà, oui, je suis d'accord et c'est avec. tout un système. Oui, Tariq, mais moi, ce que je pense que cette jeunesse a pris confiance et a pris sa propre liberté, à l'image de Abdelmouïz Fathi, qui a fait son livre, qui n'a pas eu peur, parce que l'élément qui est le plus important, c'est se libérer des messages contraignants et se libérer de la notion de la conspiration. Tant qu'on est dans la notion de la conspiration, on est colonisant. Tant qu'on se dit qu'il y a des manipulations d'esprit, il y a des actions, disons, sataniques à modifier la mentalité du groupe, ou bien, c'est-à-dire s'auto-sous-estimer au point de dire que n'importe qui va venir faire des cours de neurosciences, on l'accuse de prosélytisme, alors qu'il n'a rien à foutre que vous soyez musulman ou autre. C'est le dernier de ses soucis. Et on oublie que notre société contemporaine est à la traîne de toutes les civilisations, alors qu'on se croit comme étant la civilisation qui doit donner l'exemple. Il faut savoir qu'une étude qui a été faite dernièrement par la BBC, par exemple, quelles sont les nations qui traduisent les préceptes de l'islam. On a trouvé que la première nation, c'est l'Irlande, la deuxième, c'est le Danemark, la troisième, c'est la Suède et la quatrième, c'est le Japon. Donc, tout ce qui est Sidq al-Aman, donc, toutes les valeurs musulmanes, ce n'est pas les peuples musulmans qui le drainent. Et les prêcheurs de dernier quart d'heure qui viennent essayer de dire qu'on a toute la vérité entre nos mains, on n'a rien entre nos mains. Et quelque part, et d'ailleurs c'est cité dans le Coran, c'est-à-dire Rabbi istabdil qawm bi qawm akhar. Et quelque part, les autres peuples ont eu, de la part de leur comportement, les valeurs qui étaient à une époque les nôtres. Mais ce qui est important pour la nouvelle génération, c'est-à-dire pour revenir à la nouvelle génération, c'est juste ce qu'a dit Jafar, c'est que pour moi, la liberté et la confiance ne se donnent pas. C'est la personne elle-même qui se l'approprie. Et c'est le rôle de la nouvelle génération d'avoir confiance en eux-mêmes, d'avoir la liberté d'action.
D'ailleurs, avec mon fils, par exemple, qui a terminé ses études, je ne lui ai pas fait de pression professionnelle pour essayer de s'investir. Je lui ai dit, prends ton temps, prends une année de réflexion avant de t'investir dans quoi que ce soit sur le plan professionnel et tu as ma bénédiction. Pourquoi? Parce que quand le cœur professionnel n'y est pas, après le cœur sociétal n'y sera pas et le cœur personnel ne suivra pas. Ainsi, le cœur financier ne sera pas présent. C'est pour ça qu'on a eu les échecs, par exemple, pour ceux qui ont fait les investissements comment on les appelle à une époque, l'ANSES et tous les autres investissements, parce qu'il n'y avait pas une préparation sur le plan neuro-existentiel, neuro-émotionnel. On leur a apporté de l'argent pour faire des projets, mais ils n'avaient pas le cœur professionnel pour réussir. Donc, ce n'est pas un système politique ou économique qui n'a pas marché, c'est des valeurs personnelles qui n'étaient pas présentes, donc les valeurs du cœur n'étaient pas présentes pour permettre cette réussite. Et personnellement, je pense que la nouvelle génération a les éléments nécessaires pour permettre de rebondir. Et personnellement, j'ai fait dans une de mes conférences, et j'ai bien cité qu'une entreprise où il n'y a pas des différences d'âge de 11 ans, puisque entre chaque génération, c'est 11 à 14 ans. Bon, il y a des écoles qui disent que c'est 14 ans. Il y a des écoles qui disent que c'est 11 ans. Mais le plus important, c'est que dans une entreprise, que ce soit un hôtel, un ministère, des entreprises économiques, marketing, s'ils n'ont pas un Moïse, s'ils n'ont pas quelqu'un qui est âgé à peu près de 20 ans, je me suis retrouvé dans un hôtel à Constantine où il n'y avait même pas de GPS. Et c'est les délégués médicaux qui étaient présents qui ont fait le GPS à l'hôtel, pour l'hôtel, qui a permis à ceux qui devaient assister à ma conférence d'être présents. Alors, imaginez une génération, même la nôtre, c'est une génération qui est dépassée. Si mon fils ou ma fille ne m'assiste pas pour configurer mon portable, ben, on est déphasé. Et c'est pour ça qu'au Japon, quand ils prennent la retraite, ils vont à l'université. Deux tiers des étudiants à l'université ont 71 ans, alors qu'un tiers ont 17 ans. Et ça permet d'avoir le brassage, d'avoir le vécu historique, les traditions, les valeurs, mais en même temps, ça permet à la nouvelle génération de mettre à jour la génération qui est dépassée par les nouveautés. Et c'est pour ça que, quelque part, il est important dans chaque équipe que des différences d'âge existent. Sinon, ces équipes sont vouées à l'échec. Et donc, la réussite ne peut être que si dans une équipe, on n'est pas du même âge, même pas de la même décennie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des différences. C'est-à-dire, si on a une équipe, il faut qu'il y ait les gens qui ont 21 ans, 33 ans, 44 ans, 55 ans, 66 ans, 77 ans et 88 ans. On a 7 personnes qui doivent avoir des âges différents de 11 ans pour permettre à cette institution de réussir, que ce soit un ministère, une présidence de la République. Pourquoi? Parce que si on veut la communication pour les jeunes, il faut qu'un jeune la fasse pour cette institution. Sinon, le message ne passe pas et l'écart deviendra plus important entre différentes franges de la population. Mais ce qui est le plus important, et d'ailleurs c'est un des thèmes de ma conférence le 8 mai, c'est la prise de conscience vis-à-vis des relations entre les parents et les enfants. Cette relation doit changer et ça doit être une relation d'estime, d'écoute et de respect pour permettre à cette génération d'émerger d'elle-même et elle va permettre de nous étonner et de nous surprendre positivement. Sinon, la société sera victime de Feyla et de sa malédiction, comme le dit si bien Abdel Moïse dans son roman. Voilà. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que pour que nos aînés nous fassent confiance, il faut d'abord. Bon micro, s'il vous plaît. Il faut. Oui, Abdel Moïse.
Euh, Tout à l'heure, M. Ali, il parlait il a dit il faut faire confiance aux jeunes. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que pour mériter cette confiance-là, nous, les jeunes, pour mériter la confiance de nos aînés, il faut d'abord que nous-mêmes, on se fait confiance. C'est que si on n'est Oui, pas conscient c'est la de notre base. capacité, on peut pas en vouloir à nos aînés de ne pas nous donner la chance. Parce il faut provoquer cette chance-là, et après, qui pourra, voilà. Moi, pour moi, Abdelmoïse, cette notion de il faut qu'on vous donne confiance, il faut qu'on vous donne la liberté, il faut s'en libérer. La La mériter. liberté, la confiance, vous la prenez de facto, sans chercher la reconnaissance. Et la reconnaissance viendra par la suite, par votre réussite de vous-même, au-delà des préjugés de la société contemporaine. Exactement. Et je veux rajouter que, bon, c'est-à-dire, en pourcentage, il y a pas, c'est-à-dire, il y a 1 sur 1000 qui a la chance d'avoir, par exemple, des parents qui vont l'orienter ou des profs qui vont, c'est-à-dire, au contraire, leur donner cette force, ce courage pour, disons, pour évoluer. Donc, c'est vraiment, disons, en pourcentage, c'est vraiment minime. Il faut tomber sur, par exemple, je ne sais pas, sur une de vos conférences ou sincèrement, ou tomber sur quelqu'un qui vraiment. Alors, une fois, j'aimerais bien raconter ça. Les randonnées avec ton père, Allah yarhamou, ben, j'avais l'habitude d'emmener mes enfants. Bon, euh, il avait à peine 4 ans, 3 ans ou 4 ans. Ben, et d'ailleurs, j'ai la photo, hein, j'ai la photo. Euh, Ton père, comment il a vraiment, il a pris et comment le fait qu'il a mis sa main sur la tête de mon enfant, sur il l'a vu d'une façon, oh, c'est ça que tu me considères comme une personne. J'ai lu ça sur son visage, sincèrement, et j'ai la photo. Et là, sauf un enfant de 4 ans, euh, il n'a pas l'habitude, l'extérieur, qu'on croit De l'estime. qu'il est, voilà, de l'estime. C'est ça. Donc, du coup, donc, ouais, ça veut dire que, par exemple, l'école, ils sont en train de les rabaisser, ils sont en train ils sont en train de tuer. D'ailleurs, entre le, par exemple, le truc, la lecture ou j'avoue que à notre génération, ils ont tué la lecture. C'est-à-dire il faut faire copier-coller. C'est-à-dire ils te donnent le cours, tu l'apprends et tu le. Ouais. C'est-à-dire tu le. C'est-à-dire tu le. Comment dire? C'est copier-coller, tu le colles. Voilà. Donc, je ne sais pas. C'est à nous, Belek, c'est à nous de faire, disons, euh, c'est à nous de faire, disons, de changer les choses. Voilà, de changer les Ouais. choses. Mais Tariq, ce qui est important de savoir, c'est que dans le changement, et l'élite qui permet le changement, ce n'est pas une question de pourcentage. On estime que si 2,5% de la population est consciente, le changement s'opérera de lui-même. C'est comme dans la zakat. C'est-à-dire, si tu as envie que risque تاعك يكون مزكي, en faisant c'est-à-dire sortir 2,5% d'offrande, c'est toute ta fortune qui est rehaussée. Ben, c'est comme ça également dans la société. À l'instant même où une frange prend conscience, l'effet papillon par la suite donnera son résultat sur toute la génération. Et c'est pour ça que parfois on voit ce phénomène
ce qu'on appelle le butterfly effect, l'effet papillon, qui donne son résultat d'une manière, disons, incroyable. Et c'est pour ça que un des éléments importants, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de ne jamais dire que le changement ne peut pas s'opérer. Mais ce qui est sûr, c'est que le changement s'opère de lui-même par les personnes elles-mêmes qui se libèrent elles-mêmes et qui prennent confiance en eux-mêmes et n'ont pas à chercher la confiance d'autrui ou bien des ascendants, bien de la société ou bien des autorités, mais c'est des choses qui viennent d'elles-mêmes. Oui, Fadela. Salam alaikum. Salam. Je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est très intéressant. Moi, je suis en train de suivre Berkane, vous connaissez bien, c'est celui qui est le français d'origine marocaine et qui fait beaucoup de non, d'origine algérienne. Ah bon? Il n'est pas marocain? Il est de l'Aqsam et son père, c'est un mathématicien. Sa maman est une Française, une Suissesse, suisse d'origine française, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et on a créé un partenariat en 2020 à Casablanca, mais malheureusement, on allait faire un talk show. Il y a eu le Covid, donc ça a été reporté, mais on compte le relancer ces jours-ci, Inch'Allah. Ah, c'est un personnage, Masha'Allah. Il est en train de faire un truc dans des endroits qui sont très défavorisés, où il y a beaucoup de délinquance dans les quartiers. Je crois que c'était en Allemagne, je ne sais plus dans quel pays, en fait. Et ils implantent comme ça une petite salle de sport, là où il n'y a rien du tout. Hein. Et en fait, autour de cette salle de sport vont se constituer justement des valeurs et tout ce qui va avec. Et tout autour, ça va assainir, on va dire, cette société qui est un peu malsaine tout autour. Et ça va justement faire cet effet papillon dont tu parlais maintenant. Et ça, c'est très intéressant. En fait, il faut aller là où ça ne va pas, planter, on va dire, une fleur, hein, pour être poète un petit peu, et puis on va voir toutes les fleurs qui vont pousser juste à côté, quoi. C'est une idée qui, voilà, c'est changer, mais apporter le changement là où il faut que, voilà, et puis le laisser fleurir, voilà. Parce que ça permet, voilà, ça permet de lutter contre ce qu'on appelle la fenêtre cassée. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Il a été également développé en Allemagne. Il y avait des voitures qui étaient abandonnées depuis des années, des décennies. Et à l'instant même où on casse une des vitres ou bien le rétroviseur de cette voiture se faisait vandaliser. C'est comme si on créait un égrégore de violence. Donc, vous cassez une fenêtre et après, il y aura d'autres personnes qui viendront casser tous les autres pare-brises, qui enlèveront les fauteuils. Et pourtant, ces voitures qui dataient de l'époque, c'était des Lada avec lesquelles ils ont fait des expériences, donc qui étaient là abandonnées depuis une vingtaine d'années, jamais rien ne leur est arrivé. Mais à l'instant même où on casse un rétroviseur ou un pare-brise, l'effet Feyla devient sans arrêt, c'est-à-dire il y a une descente en enfer quelque part. C'est pour ça que on peut créer des initiatives, comme on peut réparer des choses qui ont été faites. Par exemple, moi je me souviens, voilà, c'est-à-dire par exemple, si à la fin d'un match, des supporters vont casser par exemple un abribus, il faut le réparer le soir même pour que l'effet de ce qui s'est passé à Oran après la défaite contre Schleff et la récession en deuxième division, une action de vandalisme local à côté du stade s'est répercutée sur toute la ville. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une dynamique d'arrêter la déferlance vers le bas. Et l'espèce humaine est comme ça. Soit elle est rehaussée vers le haut, vers des valeurs élevées, soit elle revient à son échelle animale. Et c'est ça qui marque l'être humain.
N'est-ce pas, Abdelmoïse? Là, je sens que ça inspire par rapport au roman. Ok, oui. Il y a Madame Hanifa qui veut parler. Oui, Hanifa. Oui, moi je voulais surtout souligner le rôle qui est très très important de l'enseignant. Parce qu'en fait, bon d'accord, l'élève, si tu veux être motivé justement pour réussir, mais la première des choses, c'est l'enseignant qui doit stimuler cet enfant, enfin, surtout quand il est jeune. Et c'est lui qui lui donnera ensuite le goût des études, le goût de la réussite, de la confiance en soi. Parce qu'en fait, j'ai vu des enfants, quand on est traumatisé dans l'enfance par un mauvais, enfin pas un mauvais, mais disons un professeur ou un instituteur qui n'a pas été excellent, disons, l'enfant garde des traumatismes toute sa vie. Moi, j'ai eu un exemple à côté de moi, très, voilà, donc en fait, le professeur, l'enseignant, il a un rôle très très important dans le développement de l'enfant. C'est peut-être là qu'il faut revoir, parce que je ne sais pas, là aussi, il faut voir le rôle de... Est-ce que l'enseignant est toujours aussi motivé qu'avant? Moi, je sais Le qu'avant, on cœur avait des professionnel, à enseignants. savoir. Hein. Voilà, c'est Voici. ça, parce que moi, je sais qu'on avait des enseignants où on était pressé d'aller en cours. Et puis, ce n'était Oui, pas la peine de faire des cours particuliers, parce que quand on sortait du cours, moi, je me souviens de mathématiques, on révisait avec le prof déjà le cours de mathématiques, on n'avait pas besoin de le refaire. Donc, c'est oui. ça ce que je voulais dire. Bon, parce qu'il n'y a pas que l'enfant. L'enfant, il est stimulé et voilà, il voit ce qui se passe autour de lui et c'est surtout l'enseignant. Moi, je pense que c'est ça. Oui. Mais la bonne nouvelle, Hanifa, c'est qu'en neurosciences, Oui, on dit qu'on a besoin qu'un seul prof nous impacte pour que la vie, c'est-à-dire universitaire ou la vie scolaire ou bien la vie culturelle d'un élève bascule vers oui. le meilleur. Donc, quelque part, on n'a pas besoin d'avoir de l'excellence partout, mais on a besoin d'avoir ce minimum. C'est ce 2,5% Oui, pour lequel minimum. j'insiste. Donc, si on a un seul prof qui vous Oui. motive, quelle que soit la qualité des autres profs, le point d'inflexion s'opère chez cet enfant et il aimera ses études au-delà de la qualité de l'enseignement. Mais on a besoin quand même d'un enseignant ou d'un prof qui va nous impacter pour nous permettre d'aller vers un point d'inflexion dans notre vision des choses. Moi, j'ai eu mon enseignante en 6e année, Madame Bouresque, à l'école Ibn Toumert, à Alger Centre. Donc, je me souviens quand même, on a eu des profs comme ça qui nous ont impactés et qui ont permis de créer cet élan. Et après, on oublie même les profs qui sont venus après, leur nom, comment on a traversé. Mais c'était tellement important. Donc, puis on se souvient de Hamoudi en sciences physiques en terminale. Voilà, il y a des profs comme ça qui nous ont impactés. Pourquoi? Parce que il y a eu notre enseignant d'anglais qui m'a impacté, qui a impacté Batoul Behnez, c'est Bousmaha, c'était un prof de mathématiques, pas d'anglais, de mathématiques, et c'était l'excellence avec lui. Et voilà. Donc, quelque part, on a eu des profs, mais bon, on a eu 3. Voilà. Ok. Il y a eu Missoum Mais également, c'était une Française, Marie-Anne Algérien, qui nous a enseigné le français en terminale. C'était pourtant bac sciences. Il n'était pas dans l'examen du bac, mais on ne ratait pas son cours. Elle nous a appris comment faire interview sur un journal, une interview radio, une interview voilà, à la télévision, voilà, bande c'est ça. dessinée. Donc, déjà, à chaque fois que je passais, par exemple, sur Canal Algérie ou Algérien 3, j'avais un hommage discret comme ça pour elle, Madame Nissou, qui était retraitée et qui a été rappelée. Donc, c'était au lycée El Idrissi. Elle était de nationalité et d'origine française, mariée à un Algérien. On n'a jamais eu son nom de jeune fille, mais bon, on connaissait, c'était Madame Nissou. Mais voyez, c'était des profs qui nous ont marqués et qui ont généré en nous l'élan. Mais donc, on a besoin d'une élite dans l'enseignement qui permettra à la masse d'être en éclosion et aller de l'avant. On n'a pas besoin d'une excellence du tout, mais on a besoin de ceux qui s'aiment
cette graine du plaisir. Voilà. Le problème, docteur Perli, c'est que en primaire, un professeur, c'est 100% ou 50%. Oui, oui, tout à fait. Pas de 2,5%. Justement, moi, Et je parle du primaire. Tu sais, je exact. parle du primaire parce qu'en fait, Donc, j'ai un exemple. Bon, c'était autour de moi, le fils de mon frère. Il était en primaire, justement, et paraît-il que le professeur, enfin l'instituteur, venait tous les jours avec les mains un objet différent. C'est-à-dire, il avait un bout de bois, un bout de fer. Et bon, je ne sais pas s'il tapait les enfants, mais en tout cas, il avait cette arme quoi, pour un enfant dans la main pour faire peur à l'enfant quand il venait pour la discipline. Et le fils de mon frère, il ne l'a jamais frappé. Mais à chaque fois qu'il arrivait, il avait très, très mal au ventre, ce qui fait que le matin, il ne prenait jamais son déjeuner, parce qu'il avait très mal au ventre avant de partir. Et bien, ça l'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Chaque matin, il ne peut plus, à l'âge adulte, il ne peut plus prendre de déjeuner. À chaque fois qu'il se lève, il a mal au ventre. Donc, ça l'a poursuivi pendant très, très longtemps. Ce qui fait que les traumatismes de l'enfant à l'école sont très, très importants. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Les professeurs qui sont bien, c'est magnifique. Les professeurs qui ne sont pas bien aussi, ça laisse des traumatismes. Voilà. C'est vrai. Alors, Tariq? J'aimerais vraiment bien rebondir là-dessus parce que je confirme ce qu'elle a dit, madame. Et bien là, ça fait déjà plus de 45 ans. Oui. Donc, j'avais que 4 ans et demi. Et c'était la première fois où ma mère m'a laissé en dehors de la maison, disant, je suis parti, elle m'a accompagné à l'école. Et mon premier prof, c'est-à-dire quand ma mère elle est partie, bon, j'ai commencé à pleurer. Et c'est-à-dire je n'ai rien à عاقل على le bâton, c'est pas un bâton le manche à balai, c'est manche à pelle. Oui. Donc, du coup, un bâton vraiment bien. Ben, je suis traumatisé. J'étais très actif. ما كنتش نحشم c'est-à-dire c'est-à-dire j'étais vraiment connu comme quoi très, très actif ما نحشمش نشطح نغني et tout. Et là, depuis la première année primaire, eh ben, j'étais une personne, je suis devenu une autre personne. Voilà, Et c'est ça. j'ajoute que c'est vrai que l'impact ça a le prof, il est très important. Bon, C'est très parfois, il y a important. c'est-à-dire un traumatisme irréversible, mais parfois, par exemple, on tombe sur des profs. À la terminale, par exemple, c'est grâce au professeur Bouabdallah Allah yarhamou que j'ai retrouvé l'amour Voilà, des études. c'est ça. Et il a eu un impact sur moi vraiment très positif. Donc voilà, le prof, il a une place C'est vrai. très, très, très importante. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc le débat, vraiment, il était très passionné ce soir. On est passé Il y a de le Feyla thème du à pardon. système scolaire, à la liberté, la confiance, le transgénérationnel, les relations La parents-enfants. Voilà. Pardon? Le pardon ou la vengeance. Oui, oui, le pardon, la vengeance, la renaissance également. Voilà, Oui. donc je donne le mot de la fin. Je remercie toute l'assistance. Je remercie Tariq Halili, Maha Chaïb, tous ceux qui ont participé au débat, Hanifa Brahimi, Fadila, Hachem. Et donc, je donne le mot de la fin à Abdelmouiz Farhi. Et je remercie d'avoir accepté l'invitation. Et voilà, donc le mot de la fin pour conclure. Et voilà. Et on espère le recevoir pour d'autres occasions avec grand plaisir.
Alors, je m'attendais, en recevant le coup de fil de Monsieur Ali, à quelque chose de vraiment passionnant, d'intéressant, mais pas à ce point-là. C'était vraiment magnifique. Alors, je vous remercie. Je compte prendre contact avec Dr Maha, comme ça, elle va m'envoyer le groupe. Je vais pouvoir assister à d'autres débats avec d'autres idées. Donc, un grand merci à vous tous et à très bientôt, j'espère. D'ailleurs, je vous invite à la Zoom conférence de Monsieur Akli Tajer qui sera pour ce mercredi, donc à 22h30. Voilà, ça sera très intéressant. Ben, ça Oui, sera un roman historique, d'amour voilà, et à propos des... bon, le titre d'amour. sera le porteur de Carthage. Donc, ça retrace une partie de l'histoire de la Révolution. Donc, je vous dis à mercredi. On aura également samedi, le 30 avril, Monsieur Mustafa Benfodil. Le roman s'appelle Body Writing. Donc, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à la manière avec laquelle a écrit Fayla. En 10 heures, tu as dit, en 10 heures, tu l'as écrit? Non, en 10 jours, en 10 jours. Ah, 10 jours, ça va. Mais moi, j'invite les participants à lire les livres de nos invités en 48 heures. Tariq, je passerai demain pour récupérer les 2 romans et je serai à jour et prêt pour le mercredi, Inch'Allah, et samedi également. On a eu la confirmation de la participation de Mohamed Moulsoul, donc Yasmina Khadra. Ça sera après l'Aïd, donc voilà, préparez-vous. J'espère que la présence sera graduellement de plus en plus élevée. Et j'invite ceux qui ont participé à être présents. Donc, Abdelmouïz, on compte sur toi pour être présent à toutes les Zoom conférences littéraires. Comme ça, on aura différentes générations dans le débat. Voilà, pour avoir le nivellement vers le haut. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée et à mercredi. Allah. Bonsoir, صحة شحالكم؟ Merci.